En visite d'État en Mongolie du secrétaire général et président Tolum, les deux pays ont élevé leurs relations bilatérales au niveau de partenariat intégral. Le Premier ministre Phạm Minh Chính souligne l'importance d'établir des centres financiers régionaux et internationaux au Vietnam, notamment à Ho Chi Minh Ville et Da Nang. Près de 4000 prisonniers, dont 20 prisonniers étrangers, bénéficieront de la grâce présidentielle pour 2024 qui prendra effet le 1er octobre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du parti et président vietnamien Tolum est arrivé ce lundi matin à Ulaanbaatar, entamant une visite d'État de 2 jours en Mongolie à l'invitation du président mongol Ukhnagin Khurelsukh. Après la cérémonie d'accueil, les deux dirigeants se sont entretenus. Ils ont annoncé l'élévation des relations Vietnam-Mongolie au niveau de partenariat intégral. La visite du dirigeant Tolum est la première visite d'État en Mongolie du président vietnamien au cours des 16 dernières années. Elle coïncide avec le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. La Mongolie a été l'un des pays à établir rapidement des relations diplomatiques avec le Vietnam et le Vietnam a été le premier pays d'Asie du Sud-Est avec lequel la Mongolie a noué de telles relations. Suite à la cérémonie d'accueil, le président mongol Ukhnagin Khurelsukh a reçu en privé le dirigeant vietnamien dans une yourte traditionnelle, selon les rituels traditionnels mongols. Lors de leur entretien, les deux dirigeants se sont mis d'accord sur les principales orientations et mesures spécifiques pour renforcer la confiance politique et intensifier la coopération dans de nombreux domaines prioritaires, notamment en matière de défense et de sécurité. Le secrétaire général et président Tolum et le président Khurelsukh ont aussi convenu de promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays, de maintenir les mécanismes de coopération économique bilatérale, y compris le mécanisme du comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans la recherche et le développement des sciences de haute technologie, de la technologie numérique, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Le président Khurelsukh a hautement apprécié la diplomatie flexible du bambou du Vietnam. Les deux parties ont affirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation en mer orientale, de maintenir un environnement pacifique et stable et de résoudre les différends en mer par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982. Suite à leur entretien, le dirigeant Tolum et le président Ukhnagin Khurelsukh ont publié la déclaration commune sur l'établissement du partenariat intégral Vietnam-Mongolie. Les deux dirigeants ont aussi assisté à la cérémonie de signature de documents de coopération entre les ministères, branches et agences du Vietnam et de la Mongolie. Le secrétaire général et président Tolum a eu respectivement des rencontres avec le premier ministre mongol Luv Sannamsrai Oin Erden et le président de l'Assemblée nationale mongole Dashjer Amar Bayaz Galan. Et dans l'après-midi, le dirigeant Tolum et président mongol Ukhnagin Khurelsukh ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la journée culturelle vietnamienne en Mongolie en célébration des 70 ans des relations diplomatiques bilatérales. Après la cérémonie d'ouverture, les deux dirigeants ont assisté au programme artistique Les couleurs du Vietnam.
interprétées par les artistes vietnamiens avec des performances d'instruments de musique traditionnels. C'est la première fois que la journée de la culture vietnamienne est organisée en Mongolie. L'événement durera 3 jours et présentera l'image d'un Vietnam paisible, stable, riche en potentiel de développement et en forte intégration internationale. À l'occasion de la 75e fête nationale chinoise 1er octobre, les dirigeants du parti, de l'État et du gouvernement de l'Assemblée nationale du Vietnam ont adressé des messages de félicitations à leurs homologues chinois. Ces messages signés par le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm, le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn ont été envoyés au secrétaire général du PCC et président de la Chine Xi Jinping, au premier ministre chinois Li Qiang et au président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine Zhao Leji. Les dirigeants vietnamiens ont souligné que le renforcement et le développement des relations stables, saines, amicales et coopératives avec la Chine constituent un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé aujourd'hui une réunion sur le projet des centres financiers régionaux et internationaux au Vietnam. Il a demandé aux ministères et secteurs compétents à Ho Chi Minh Ville et à la ville de Da Nang de définir clairement la portée et le modèle de fonctionnement de ces centres. Les deux parties concernées doivent travailler sur les conditions relatives aux infrastructures, aux ressources humaines, aux finances, aux fonciers et à l'écosystème pour l'établissement des centres financiers. Elles doivent également élaborer un cadre juridique, notamment les incitations en matière de visa et d'impôts, pour attirer les ressources financières, en particulier la finance verte et numérique. Le chef du gouvernement a déclaré que ces mesures visent à façonner un marché financier sain, sûr et intégré pour exploiter au maximum le potentiel et les avantages du Vietnam, notamment de Ho Chi Minh Ville et de la ville de Da Nang. Ce lundi après-midi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu Nick Clegg, président des affaires internationales de Meta, la multinationale américaine connue pour ses plateformes en ligne telles que Facebook, Instagram et WhatsApp. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a souligné l'importance des États-Unis en tant que partenaire clé pour le Vietnam. Il a mis en avant la collaboration en matière de sciences, technologies, innovation et industrie des technologies avancées, notamment les semi-conducteurs comme des piliers stratégiques. Et dans cet esprit, Phạm Minh Chính a encouragé Meta à collaborer avec les agences et partenaires vietnamiens, dont le Centre d'innovation du Vietnam, pour développer des projets dans divers domaines, notamment la science, la technologie, l'éducation, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Les glissements de terrain continuent de faire rage dans plusieurs localités montagneuses du Nord. Dimanche, un glissement de terrain est survenu juste au bord de la route nationale numéro 2 dans le district de Vie Quang, province de Hà Giang, faisant 3 morts et 3 portés disparus. Les opérations de sauvetage ont été accélérées, mais les pluies torrentielles ont rendu très difficile le travail de recherche des disparus. Aujourd'hui, les pluies ont continué de s'abattre dans les provinces de Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang et Yên Bái. L'alerte contre les glissements de terrain a été élevée au plus haut niveau dans 17 districts de cette région. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a envoyé un télégramme demandant la mise en œuvre immédiate d'un certain nombre de mesures concrètes pour réparer les dégâts et prévenir aux éventuels glissements de terrain et crues. Le typhon Yagi a causé de lourds dégâts aux entreprises d'exportation de fruits et légumes. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, plus de 50 000 hectares de cultures maraîchères ont été inondés et plus de 38 000 hectares d'arbres fruitiers ont été endommagés, ce qui entraîne une pénurie de matières premières pour les exportations. Dans ce contexte, les entreprises sinistrées mettent en œuvre des mesures pour assurer la livraison des contrats déjà signés. Tout de suite, état des lieux dans la province de Phú Thọ, l'une des localités les plus touchées par la tempête.
Cette entreprise exporte principalement des périls, des concombres et des piments vers le Japon, la REF de Corée et les États-Unis. Ces 30 hectares de périla et de piments ont été complètement inondés. Le toit de l'usine a été arraché. La production a donc été perturbée. En raison des crues, toute la superficie de culture a été endommagée, entraînant une pénurie de matières premières pour les exportations. Pendant cette période, nous nous concentrons sur les produits séchés tels que les champignons à oreilles de bois destinés à l'exportation. Dans l'immédiat, l'entreprise répare de toute urgence les dégâts, en promouvant les marchés de produits agricoles séchés. À long terme, afin de se préparer à de telles catastrophes, l'entreprise envisage d'agrandir ses zones de culture et de construire des stocks plus larges pour être plus proactive en termes de matières premières fraîches. Nous prévoyons de doubler la surface de l'entrepôt pour réserver de manière proactive les matières premières avant, pendant et après les tempêtes. Il est nécessaire d'aider les entreprises de transformation et d'exportation des produits agricoles à surmonter rapidement les conséquences de la tempête et à rétablir leur production. Ces entreprises ont cruellement besoin de prêts à des taux préférentiels, surtout les entreprises de la filière des fruits et légumes. Tous leurs actifs ont été perdus, donc il leur est difficile, voire impossible d'emprunter sans hypothèque. Le total des dégâts matériels causés par la tempête numéro 3 est estimé à 50 000 milliards de dong. Le secteur agricole a été le plus durement touché. En plus du soutien du gouvernement, chaque entreprise s'efforce de surmonter les difficultés, de rétablir sa production. Une autre chose importante est de prendre des mesures préventives pour minimiser les dégâts au cas où d'autres tempêtes surviendraient dans les temps à venir. Au cours des 9 derniers mois, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont rapporté près de 5,7 milliards de dollars, soit l'équivalent de la valeur d'exportation de toute l'année dernière. Cependant, l'industrie vietnamienne des fruits et légumes doit disposer de plus d'indicatifs régionaux et d'installations de conditionnement répondant aux exigences des pays importateurs. Pionnière dans l'exportation de citrons sans pépins, cette entreprise a obtenu des certifications internationales de bonnes pratiques agricoles. Mais le manque d'indicatifs régionaux et d'usines d'emballage rend difficile l'exportation. En raison du manque d'indicatifs régionaux, il nous est difficile de vendre nos produits en Europe et en Australie. Cela doit être encouragé. L'indicatif régional est comme un visa. Sans cela, nous n'avons aucun moyen d'exporter nos marchandises. Il s'agit d'une réglementation obligatoire. Au cours des 9 derniers mois, le durian a été le produit leader en termes de chiffre d'affaires à l'exportation de l'industrie des fruits et légumes du pays avec plus de 2,5 milliards de dollars. Ce chiffre augmentera si la question de la délivrance d'indicatifs régionaux et les installations de conditionnement est résolue. Nous espérons que le problème des indicatifs régionaux sera bientôt résolu. Le marché est grand ouvert. Sans un indicatif régional et une usine d'emballage, il est difficile d'exporter. À ce jour, l'ensemble du pays n'a émis qu'environ 708 codes de zone de culture du durian, représentant près de 24 000 hectares, soit moins de 7% de la superficie totale de production. Ce chiffre montre que la délivrance d'indicatifs régionaux et les installations de conditionnement est toujours ouverte. L'absence de cet important passeport entravera la croissance de l'ensemble de l'industrie des fruits et légumes du pays. Les ventes totales de biens au détail sur 9 mois sont estimées à plus de 6 600 milliards de dong, soit une hausse de plus de 13,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela montre une forte reprise du marché intérieur. Et à Ho Chi Minh Ville, une série de programmes de relance de la consommation ont été mis en œuvre. Cette localité relie les secteurs et les localités pour promouvoir le commerce de détail au cours des derniers mois de l'année. Au cours des 8 premiers mois de 2024, les revenus totaux des ventes au détail de biens et services à Ho Chi Minh Ville ont augmenté de 10,3% sur la même période. Les revenus des services de voyage ont connu une augmentation de 65,8%. Les ventes au détail de biens ont atteint plus de 362 000 milliards de dong, soit une hausse de 10,3% sur la même période. Actuellement, la demande montre des signes de reprise. On constate une expansion des points de vente, la recherche de sources de produits et l'amélioration de la qualité du service.
Nous nous engageons à accompagner le gouvernement du Vietnam en garantissant la sécurité alimentaire, en proposant des prix raisonnables, en disposant d'un approvisionnement stable et en garantissant l'équilibre entre l'offre et la demande. Selon le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, le point culminant des activités de stimulation des consommateurs de cette année est le programme de promotion centralisé composé de 2 phases. La communauté des détaillants et des agences de voyage a très bien réagi, en mettant en œuvre de nombreux programmes incitatifs et promotions pour les consommateurs. En outre, la ville renforce les liens entre l'offre et la demande et entre les entreprises et les zones de matières premières des provinces et villes, ce qui garantit une offre abondante et des prix stables. Nous devons nous concentrer sur les liens pour construire une chaîne d'approvisionnement durable et sûre, afin de garantir des produits de qualité et une inspection plus pratique. C'est la première année où les secteurs de l'industrie, du commerce et du tourisme s'associent pour organiser des événements de relance. Cela contribue à faire de Ho Chi Minh Ville une destination de shopping attrayante non seulement pour les résidents de la ville, mais également pour les touristes nationaux et étrangers. D'ici la fin de l'année, il y aura une série d'activités touristiques culturelles riches. Le secteur de l'industrie et du commerce déploiera aussi des programmes de stimulation promotionnelle pour aider l'industrie du tourisme. Grâce à des liens étroits entre les industries et les entreprises et une politique d'exonération de TVA de 2%, Ho Chi Minh Ville s'attend à une forte augmentation des activités commerciales et de services au cours des derniers mois de l'année, contribuant ainsi à une croissance du PIB du pays atteignant 6 à 6,5% cette année. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le bureau de la présidence a annoncé ce matin une grâce présidentielle pour 2024 qui prendra effet mardi, le 1er octobre. 3 763 prisonniers seront amnistiés et 7 autres bénéficieront d'une suspension de peine. Phạm Thanh Hà, directeur adjoint du bureau de la présidence, a souligné que l'examen demande d'amnistie a été mené de manière rigoureuse et équitable, conformément aux dispositions légales. Parmi les bénéficiaires de la grâce présidentielle figurent 20 prisonniers étrangers. Les autorités ont également annoncé des mesures visant à faciliter la réinsertion des personnes amnistiées dans la société. La grâce présidentielle est une politique humaine de la part du parti et de l'État. C'est l'occasion pour de nombreux détenus de retrouver leur famille et de reconstruire leur vie après des mois de rééducation. L'examen des demandes d'amnistie des prisonniers se déroule selon une procédure stricte, ouverte, démocratique, équitable et transparente. Les détenus bénéficiant de l'amnistie attendent donc avec impatience ce jour pour se réintégrer à la société. Nhan a été condamnée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Son fils a presque 2 ans et sa mère l'a emmené parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Seulement le week-end, le bébé reste avec la mère toute la journée. Purgeant une peine de 3 ans, Nhan est éligible à l'amnistie. Quand je sortirai de prison, j'emmènerai mon fils partout. Je vais passer beaucoup de temps avec lui. Originaire de la province de Cao Bằng, Phong, un homme de l'ethnie Nung, a été condamné à 6 ans de prison pour contrebande de feux d'artifice. Il a purgé 3,5 ans et peut bénéficier d'une amnistie. Phong a donc hâte de revenir voir son fils. J'attends avec impatience le jour où je sortirai de prison. Hier, je n'ai pas pu dormir en raison de l'excitation. Des cours de réinsertion communautaire ont lieu ces jours-ci. Ces détenus disposent de connaissances juridiques, d'informations sur l'emploi et de certificats professionnels pour pouvoir réintégrer la vie civile.
Nous nous coordonnons avec la police de la province de Thái Nguyên pour réémettre des cartes d'identité pour les prisonniers amnistiés. Le jour où ils reçoivent la décision d'amnistie est également le jour où ils reçoivent leur pièce d'identité. Le matin du 1er octobre, les prisons et centres de détention des districts organiseront des cérémonies d'amnistie conformément à la décision du président. Grâce à cela, les rêves de nombreux prisonniers comme Dung deviendront réalité. Elle a été en prison pendant 11 ans. En rentrant chez moi, j'ai envie de serrer mon enfant dans mes bras et de lui dire que je vais reconstruire ma vie pour qu'il soit fier de moi. Nous entendons souvent le dicton « une image vaut 1000 mots ». Et pour le jeune artiste Đoàn Quốc, ses aquarelles parlent d'elles-mêmes et transmettent des messages profonds aux amateurs d'art. Et dans sa dernière exposition intitulée « Une odyssée de souvenirs », son affection profonde pour Hanoï est indéniable. Et dans ce chapitre, l'invité du jour, découvrons la façon dont Đoàn Quốc insuffle une nouvelle vie à la vieille ville de Hanoï tout en rapprochant l'art de l'aquarelle du public vietnamien. Les nuits d'été animées du marché de Dong Xuân, les fleurs de poirier blanches rayonnantes de février et un coin de rue illuminé par des lanternes rouges. Ce sont les scènes capturées dans l'exposition Une odyssée de souvenirs qui donne aux visiteurs la chance de se plonger dans les paysages emblématiques, les rythmes quotidiens et la culture de Hanoï. À travers ses œuvres, l'artiste de 26 ans, Đoàn Quốc, nous invite à un voyage nostalgique. Tel un enfant perdu depuis longtemps qui rentre chez lui, il réveille avec tendresse les souvenirs d'un Hanoï ancien. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir participé à notre programme. Malgré vos racines dans la province de Quảng Ngãi et votre base de travail à Ho Chi Minh Ville, vous avez choisi Hanoï comme sujet principal de votre exposition. Qu'est-ce qui rend Hanoï si belle et nostalgique à vos yeux? Je vois Hanoï à travers le prisme de l'art, notamment à travers les œuvres de l'artiste Buick Xuanphe. Je suis passionné de peinture depuis mon enfance. Les anciens peintres ont représenté une Hanoï très ancienne dans leurs œuvres. Lorsque j'ai dessiné cette ville, je n'ai pas retrouvé ces mêmes scènes. Dans mes peintures, je cherche ce que je veux voir, tandis que la réalité m'apporte les émotions et l'inspiration pour mes interprétations personnelles. Pourriez-vous nous en dire plus sur les matériaux et les techniques que vous avez utilisées dans vos peintures? J'ai choisi l'aquarelle parce qu'elle s'accorde avec les matériaux et techniques traditionnels de notre culture. J'utilise des couleurs extraites de sources naturelles comme des minéraux et des pierres. Lorsqu'elles sont appliquées à l'aquarelle, elles créent une expression émotionnelle unique pour le spectateur, contrairement à d'autres types d'aquarelles. Le Vietnam possède également son propre papier traditionnel pour l'aquarelle. En combinant ces matériaux avec des techniques occidentales, nous pouvons réaliser des œuvres d'art durables. Cela donne vie à chaque pièce. L'exposition fascine également les visiteurs avec ses histoires sur la culture et la tradition de Hanoï. Comment avez-vous recherché ces documents culturels? J'ai lu beaucoup d'œuvres littéraires de Tash Lam, un auteur qui a documenté Hanoï avec beaucoup de sentiments et d'authenticité. Ces mots m'ont permis d'imaginer avec vivacité une matinée fraîche à Hanoï ou une scène de marché l'après-midi. Toutes mes œuvres sont influencées par la littérature. J'ai également étudié de nombreuses œuvres dessinées à la main de peintres français. Ils ont méticuleusement documenté la vie quotidienne et les objets du peuple vietnamien. Depuis lors, les peintures vietnamiennes ont souvent été associées à la laque ou à la peinture à l'huile. Avec un dévouement sans faille à l'aquarelle, le talent de Đoàn Quốc a brillé sur la scène internationale où il a représenté de jeunes artistes vietnamiens au festival d'aquarelle de Fabriano à Milan. En 2023, il a obtenu le 3e prix au prix créatif de Ho Chi Minh Ville pour son projet « Là où les villes convergent » et le 2e prix au prix des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville en 2022.
Les œuvres de Wok ont une qualité cinématographique. Wok exprime ses émotions à travers des couleurs avec minutie. À travers sa peinture immobile, la lumière semble même évoquer un parfum. C'est vraiment une personne talentueuse, possédant une bonne compréhension de la forme et de la couleur tout en contrôlant et en mélangeant habilement les couleurs. Au-delà de son succès personnel, Đoàn Quốc est profondément engagé à nourrir la prochaine génération d'artistes. Grâce à son initiative de créer une communauté d'aquarellistes vietnamiens, Đoàn Quốc partage avec passion son expertise et inspire les jeunes talents à explorer la beauté de l'aquarelle. Moi, Wok et le peintre Bao, nous avons tous les trois pour objectif de créer la première communauté professionnelle d'aquarelle au Vietnam. Nous avons créé un fonds pour soutenir les activités de développement de l'aquarelle au Vietnam tout en présentant plusieurs jeunes peintres potentiels à travers des concours. Nous avons aidé plus de 1000 personnes à étudier et à développer leur passion pour l'aquarelle. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'aquarelle? L'aquarelle me permet de capturer rapidement les idées, qui me viennent souvent en un éclair. L'aquarelle permet de capturer facilement ces moments lorsque je peins en plein air. Une fois que le pinceau touche le papier, la peinture est terminée à 70%. Le reste du processus consiste simplement à peaufiner la pièce. La fluidité de l'aquarelle me permet d'être plus délibérée, douce et méticuleuse. Quels étaient vos objectifs lorsque vous avez fondé la communauté d'aquarelle du Vietnam? La communauté d'aquarelle du Vietnam vise à partager nos compétences, notre expérience, nos connaissances et notre passion pour l'aquarelle avec d'autres personnes. L'espace sert également de plateforme aux artistes pour étudier et expérimenter l'aquarelle, ainsi que pour se tenir au courant des tendances mondiales. La communauté existe depuis plus de 6 ans. Chaque année, nous organisons des ateliers, des concours de peinture et des activités de peinture en plein air pour favoriser la pratique de l'aquarelle. Notre objectif est de transmettre la passion et la conviction à d'autres artistes afin qu'ils réfléchissent de manière plus positive à ce matériau et aussi plonger. Encore une fois, merci beaucoup de votre partage. Je vous souhaite beaucoup de succès et j'espère que vous continuez d'inspirer davantage de jeunes Vietnamiens à découvrir l'aquarelle. En fin du journal, découvrons les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité et on se revoit toujours demain.